Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec les camarades de la première heure d'Europe 1 Soir. Bonsoir Gilles-William Goldnadel. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre. Et bonsoir à vous Yann Boucard. Bonsoir Pierre de Villeneuve. Vous êtes député de la droite républicaine. Vous êtes dans l'obédience, j'allais dire, de Laurent Wauquiez, puisqu'on a vu qu'il y avait deux courants avant cette élection pour la présidence des Républicains. Je voudrais qu'on écoute Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée, qui met la pression sur François Bayrou en cas de hausse d'impôts. Nous n'accepterons pas la suppression de l'abattement fiscal sur les retraités. Nous n'accepterons pas un budget qui augmente les impôts et les charges sur la France qui travaille. L'État doit faire enfin cet effort de lutter contre le gaspillage de l'argent public. Si François Bayrou devait persister sur cette voie, alors que nous avons été d'une clarté totale avec lui, oui, il y aura un débat à l'intérieur de la droite républicaine sur la question de continuer à soutenir un gouvernement. Quand Laurent Wauquiez dit François Bayrou, est-ce que c'est vraiment lui qu'il vise ? Oui, évidemment. Vous savez, il revient aux fondamentaux de ce qui a été notre soutien à ce gouvernement, enfin en tout cas au principe de former un gouvernement au mois de juillet dernier. C'est le pacte législatif. C'était porté effectivement par Laurent Wauquiez, mais ça avait été signé également par Bruno Retailleau, je le rappelle. Et les principes fondateurs, c'était pas de hausse d'impôts et défendre la France qui travaille. Aujourd'hui, on a des ministres qui tous les jours font preuve d'une vraie créativité en matière de possible hausse d'impôts. C'est l'abattement fiscal pour les retraités, mais c'est aussi d'autres mesures qui ont été annoncées par les uns ou par les autres. Donc nous, on rappelle les fondamentaux. On ne soutiendra pas un gouvernement qui veut augmenter les impôts des retraités ou des Français qui travaillent. Gouvernement dans lequel il y a Bruno Retailleau. Mais écoutez, je rappelle, Bruno Retailleau avait co-signé ce pacte législatif. Il était parti sur ce principe-là. On est de droite. On a été élu au mois de juillet dernier sur un certain nombre de valeurs. On a été élu sur un certain nombre de principes fondamentaux. Le premier, c'est d'abord de ne pas augmenter l'impôt et c'est de défendre, je l'ai dit, la France qui travaille. On est un des pays les plus endettés du monde, mais aussi, surtout, le pays où ceux qui travaillent sont le plus prélevés. Le débat est sain, Yann Boucard. Je ne dis pas le contraire, mais est-ce qu'il n'y a pas un télescopage de narratif entre celui de Laurent Wauquiez qui est sur une ligne, j'allais dire, de campagne pour la présidence des LR, et le député Wauquiez qui parle à la nation? Non, le député Wauquiez s'est exprimé ce matin en tant que président de notre groupe à l'Assemblée nationale. Il arrive à faire le distinguo. On a eu ce débat en réunion de groupe précédemment. On est tous d'accord là-dessus. On sait ce qu'on a défendu, on sait ce qu'on a annoncé le mois de juillet dernier. Juste là, on le rappelait en fait. Et on n'arrive pas n'importe comment. On n'arrive pas en disant on refuse toute hausse d'impôts. On dit le gouvernement cherche 40 milliards d'euros. Voilà ce qu'on a travaillé depuis des semaines. On propose un plan d'économie de 40 milliards d'euros pour éviter toute hausse d'impôts. Voilà ce qu'on a fait ce matin. Jules Torres. Mais pour le coup, moi, je vois quand même une différence entre le Laurent Wauquiez d'octobre dernier et le Laurent Wauquiez d'aujourd'hui. C'est aussi parce qu'il y a cette campagne, c'est que Michel Barnier a annoncé des hausses d'impôts quand il est arrivé. Et le pacte législatif avait été signé bien en amont. Donc, vous voyez pas quand même pas une contradiction, mais on sait qu'il est aujourd'hui en campagne, Laurent Wauquiez, que forcément il doit être beaucoup plus offensif, que par ailleurs, Pierre l'a dit, il y a aussi un autre adversaire qui est Bruno Retailleau qui est à l'intérieur du gouvernement. Est-ce qu'il n'y a pas deux Laurent Wauquiez, celui d'octobre dernier et celui d'aujourd'hui? Non, je crois pas. Vous savez, je me souviens de vos collègues qui lançaient des polémiques parce que Laurent Wauquiez avait été sur le plateau de vos confrères d'un journal de 20 heures pour annoncer ce qu'on avait obtenu avec les collègues de la droite républicaine pour défendre les retraités. En fait, on en revient au même débat. Et ce qui se télescope, c'est qu'on a des ministres parfois qui font des annonces, on a l'impression un peu au doigt mouillé chez certains de vos confrères. Parlez de qui? Là, le ministre qui a annoncé la fin de l'abattement fiscal pour les retraités. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Amélie de Montchalin qui annonce ça comme ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait un consensus. Et moi, d'ailleurs, je suis même intimement convaincu, et je l'espère en tout cas, que Bruno Retailleau est totalement contre cette mesure aussi, parce qu'il avait signé avec nous ce pacte législatif. Qu'est-ce que ça vous inspire, Gilles-William Goldnadel? Vous reposez votre tête sur votre main en mode quelle catastrophe? Non, je peux. Écoutez, j'essaye d'être juste. Il est normal que Monsieur Wauquiez ait des pensées et des arrière-pensées. C'est une période baroque où il est candidat en compétition avec le ministre actuel de l'Intérieur. Donc, vous voyez, je suis pas le seul à y penser. Non, mais vous êtes au moins deux. Au moins trois. Sans vouloir diminuer vos mérites. Ça pouvait, c'est ça, quand même, ça pouvait arriver à nos esprits. Mais sur le fond des choses, et même si je souscris totalement à l'analyse de Monsieur Wauquiez, mais c'est pas de la faute de Monsieur Retailleau notamment, s'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale et s'il y a des groupes parlementaires. Je veux dire, sur qui vous comptez pour pouvoir davantage encore asseoir votre rigidité de bonne aloi sur le plan des économies, sur le Rassemblement national, qui a une politique sociale particulière.
Donc, c'est bien gentil de pouvoir dicter ça, mais malheureusement, vous n'avez pas la majorité parlementaire. Je prends juste un exemple de ce qu'on a annoncé ce matin. Vous avez la ministre qui, sur votre antenne hier matin, Madame de Montchalin, je viens de retrouver, c'était sur votre antenne. Sur dimanche matin. Qu'ils vont effectivement travailler à la réduction du nombre d'agences, à fusionner certaines agences. Il se trouve que moi, je suis président d'une commission simplification de la vie économique. On a eu ces débats pendant 3 jours dans l'hémicycle. Les députés de la droite républicaine, mais d'autres députés d'autres groupes parlementaires. Vous avez cité le RN notamment. Des députés d'Horizon l'ont fait aussi. Ont proposé un certain nombre de suppressions d'agences, un certain nombre de fusions d'agences. Il se trouve que systématiquement, le gouvernement a donné un avis défavorable. Et on a 3 semaines après la ministre qui vient nous annoncer qu'ils vont trouver 5 milliards d'économies. Donc nous, ce matin, on lui dit, chiche. On a déjà fait le boulot, on sait déjà ce qu'il faut supprimer, on sait déjà ce qu'il faut fusionner. Si Madame la ministre veut vraiment le faire, on peut le faire cette semaine. On peut aller très vite. Donc, oui, je pense que sur certains sujets, on sait très bien qu'il y a certains sujets qu'on a présentés ce matin, où il y a peut-être pas de majorité. Peut-être qu'effectivement, on a des collègues qui seront pas sur ces sujets-là. Mais il y a une grande partie de ce qu'on a proposé ce matin qui peuvent trouver une majorité dans l'hémicycle. Moi, j'en suis intimement convaincu. Yann Boucar, est-ce que je peux vous poser une question hors économie, 40 milliards? Pourquoi est-ce que vous avez choisi Laurent Wauquiez plutôt que Bruno Retailleau? Mais d'abord, je voudrais dire qu'on a la chance d'avoir 2 très bons candidats. La réalité, c'est que moi, je suis député depuis 2017 et qu'on a quand même souvent manqué de tête d'affiche depuis que je suis député. Il a fallu faire un choix. J'ai fait un choix. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas sympa pour Christian Jacob, tout ça. Vous savez que j'étais très proche de Christian Jacob, mais Christian Jacob n'a jamais eu vocation à être candidat à l'élection présidentielle. Il l'avait annoncé dès qu'il s'est présenté à la présidence du parti. Compliquez pas les choses. Votre perfidie vous perdra. Compliquez pas les choses, Jules Torres. Laurent Wauquiez, d'abord, il est parti au combat en 2024. Lorsque Éric Ciotti a trahi en quelque sorte notre famille politique pour faire une alliance avec le Rassemblement national, le drapeau de la droite républicaine était au sol. Et il y en a un dans nos ténors qui a accepté de le reprendre pour partir au combat, pour mener le combat à nos côtés. C'est Laurent Wauquiez. Ensuite, on l'a élu président du groupe. Il a réussi à nous réunifier. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que ça faisait quelques années et d'ailleurs, ça faisait les choux gras de la presse, que notre groupe parlementaire était plus que désunis sur beaucoup de sujets, pour pas dire sur quasiment tous les sujets. C'est pas nouveau à droite. La droite a toujours été divisée. Sauf que depuis le mois de juillet dernier, on travaille d'une seule voix. On parle d'une seule voix parce qu'on pose des sujets en réunion de groupe précédemment. Moi, j'ai l'impression qu'en tout cas, au sein du groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, oui, vous n'avez pas les désaccords, les désunions que vous pouviez avoir avant. Et puis, moi, je connais sa puissance, je connais la pression qu'il est capable de mettre, et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui sur le gouvernement pour faire avancer les choses en fonction des valeurs que l'on défend. Donc c'est pour ça, moi, que j'ai soutenu Laurent Wauquiez, parce que notre famille politique, elle va mieux. Elle va mieux qu'en juillet dernier. Mais c'est pas non plus le nirvana. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous avez l'un ou l'autre qui ont une cote de popularité qui est un peu augmentée, qu'on a gagné quelques élections partielles, que la droite républicaine, elle est revenue au pouvoir. Vous regardez les sondages, quel que soit le candidat qui est aujourd'hui testé, il y en a aucun qui dépasse les 10%, il n'y en a aucun qui a une chance d'être au 2e tour. Moi, mon ambition, c'est que ma famille politique soit au 2e tour des élections législatives, présidentielles, en 2027. On va continuer à en parler avec vous, Yann Boucar. Vous dites qu'elle va mieux, certains disent qu'elle va mieux, mais elle est encore en soins palliatifs. On va voir ça avec vous, 19h27 sur Europe 1. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Gilles-William Goldnadel, avec Jules Torres, avec Yann Boucar, député LR qui soutient Laurent Wauquiez. Juste un mot sur la droite qui, je le disais, et Gilles-William est j'allais dire, a autant de maturité que moi par rapport au jeune Jules Torres pour savoir c'est sans comparaison. Pour savoir que la droite a été toujours divisée, qu'elle a j'allais dire, perdu le pouvoir bêtement à cause de ces divisions, d'abord en 1981 et ensuite en 2012, et ça a quand même beaucoup contribué à l'appauvrissement du pays. Que se passe-t-il encore aujourd'hui 95. Que se passe-t-il encore aujourd'hui, Yann Boucar? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un seul chef? Il y a une élection, c'est les adhérents qui vont choisir. Les adhérents vont choisir, ils vont trancher entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Mais est-ce que c'est pas les prémices d'une ribambelle de chefs en 2027? Moi, je le souhaite pas. Non, mais je le souhaite pas. Non, mais vous le souhaitez pas. La belle affaire. Moi non plus, je le souhaite pas. Enfin, personne ne le souhaite. Je ne le souhaite pas. Et Laurent Wauquiez a été très clair sur 2 choses. La première, c'est que s'il est élu demain, il proposera à Bruno Retailleau d'être son vice-président parce qu'ils veulent former un duo. Et c'est l'idée aussi d'ailleurs de la candidature. Comment on votre duo? On en a un qui est un très bon ministre de l'Intérieur, on en veut un qui soit un très bon chef de parti à côté. Et vous-même, beaucoup de vos auditeurs se posent la question, est-ce qu'on peut être patron des Républicains et ministre de l'Intérieur en même temps? Nous, on estime qu'on a des vrais sujets de sécurité dans notre pays et qu'on a besoin d'un très bon ministre de l'Intérieur à temps plein, et qu'on aura aussi besoin d'un chef de parti à temps plein pour refonder la droite républicaine. Ça, c'est ma première réponse. Puis la deuxième chose, c'est qu'une prise de position de Laurent Wauquiez qui est extrêmement claire.
du temps de Nicolas Sarkozy. Je suis pas sûr que la droite avait besoin de se refonder de A à Z comme elle en a besoin aujourd'hui. Il me semble que la droite était dans une santé à peine meilleure qu'aujourd'hui. Puis la situation en termes de sécurité de notre pays était un peu moins dramatique. Enfin, vous aviez exactement les mêmes affrontements avec Dominique de Villepin. Donc oui, il y a toujours eu ça. Et pour mon deuxième élément de réponse, c'est de vous dire que Laurent Wauquiez a un discours très clair. C'est d'abord de dire pas de primaire. Parce qu'aujourd'hui, vous nous dites qu'on risque l'affrontement fratricide parce qu'on a au sein de notre famille politique l'élection du président. Mais qu'est-ce qui va devenir dans 8 mois si comme certains des soutiens de Bruno Retailleau le souhaitent, je pense à David Lisnard notamment, on a une primaire ouverte avec 10 ou 12 candidats qui s'affrontent. On a vu ce que ça fait. La droite, on a tenté 2 fois la primaire. Une fois, on est éliminé au premier tour avec François Fillon. Et on se souvient des affaires. C'est pas tellement la faute de la primaire ce coup-ci. Puis la fois d'après, on a fait 4,5 quand même. On va écouter ce qui s'est passé, et puis vous y étiez à l'Assemblée nationale cet après-midi. Je disais, avec un doux euphémisme, salade mêlée, on peut utiliser notre terme de ce qui s'est passé cet après-midi à l'Assemblée nationale, tellement elle était agitée. Minute de silence pour Aboubacar Cissé, ce musulman mortellement poignardé, sauvagement tué à la mosquée de la Grande Combe dans le Gard. La présidente Yael Braun-Pivet qui a annoncé une minute de silence, et ensuite la question posée par le député LFI Abdelkader Lamar sur la responsabilité de Bruno Retailleau, et le ministre de l'Intérieur qui lui a répondu. On écoute ces 2 sonores d'affilée. Ce meurtre n'est pas un accident, il est l'aboutissement d'un climat de haine que vous laissez prospérer jour après jour. Monsieur le Premier ministre, l'islamophobie tue en France. Que me reprochez-vous? De ne pas avoir réagi? J'ai été ici sans doute un des premiers à réagir, avec une déclaration très très ferme, bien avant un certain nombre d'entre vous. Et dès que j'ai pu, je me suis déplacé. Pourquoi ce bruit? Pourquoi ces attaques? Vous dites que si dans d'autres circonstances il y avait eu un mort, j'aurais agi différemment. Certainement pas. C'est vous qui avez l'indignation sélective, qui vous indignez à géométrie variable. Lorsque dans une église à Nice, il y a quelques années, il y avait eu 3 morts. Y a-t-il eu un seul rassemblement des Insoumis et de LFI? Avez-vous parlé de christianophobie? Non, bien entendu. Ce bruit, c'est simplement un prétexte à la récupération. Vous voulez diviser la France. Vous voulez, comme à votre habitude, hystériser le débat politique. Je ne vous laisserai pas faire. Votre réaction, Yann Boucard, sur cette hystérisation de... C'est navrant, parce qu'en réalité, on a vécu 2 temps. D'abord, une minute de silence très digne, où l'Assemblée nationale a rendu hommage à ce fidèle musulman assassiné dans une mosquée. Et la France doit se porter aux côtés d'abord de la communauté musulmane qui doit se sentir en sécurité dans notre pays, auprès de la famille de monsieur Aboubacar Cissé. Puis de l'autre côté, une tentative de récupération politique totalement indigne de la France insoumise, qui veut tenter finalement de diviser notre pays encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui, qui veut tenter d'instrumentaliser politiquement ce drame qui a eu lieu dans cette mosquée du Gard à des fins politiciennes, politiques, et évidemment comme ils l'ont fait depuis des mois et des années pour récupérer des vos élections. Gilles Willem. Pardon, mais c'est beaucoup plus, monsieur le député, qu'une tentative d'instrumentalisation. C'est vraiment le discours de ce député insoumis est tout simplement ignoble. C'est vrai que Bruno Retailleau et les autres, d'ailleurs, ces dernières semaines, ont dit légitimement tout le mal qu'ils pensaient des frères musulmans. C'est vrai que M. Retailleau a dit légitimement tout le mal qu'il pensait de la manière dont la dictature algérienne prend toujours en otage M. Boualem Sansal. C'est vrai que le gouvernement dit tout le mal que l'on doit penser de la manière dont un parti antisémite aujourd'hui jette de l'huile gauchiste sur le feu islamiste. Ça, c'est vrai. Mais et puis d'autre part, très sincèrement, dire que c'est un attentat islamophobe, on n'en sait rien du tout. C'est quelqu'un issu de l'immigration bosniaque qui a commis un acte ignoble. On ne sait pas exactement pour quelle raison aujourd'hui. Donc, où je tourne mon regard, vraiment, je ne trouve que le dégoût que m'inspire ce parti antisémite. Yann Boucard. Mais quoi qu'il en soit, la République doit réaffirmer aux musulmans, comme aux juifs, comme aux chrétiens, la liberté de pratiquer leur culte, la liberté d'être en sécurité dans les lieux de culte. Et aujourd'hui, vous avez
un homme qui a été assassiné alors qu'il priait dans une mosquée. Et c'est pour ça que moi je vous dis que dans un premier temps, l'Assemblée nationale s'est montrée très digne en rappelant ce qui est en quelque sorte les valeurs de la République. Et je fais le parallèle. Vous avez vu ce qui se passe après. Bien sûr, c'est ce que vous avez dit. C'est en deux temps. Il y a un mot qui revient, c'est l'islamophobie. Et dans un petit fascicule que Bruno Retailleau sort demain en librairie, qui a 25 pages, une réflexion sur l'islamisme, qui est un fléau aujourd'hui qui grandit. Il dit l'islamophobie est sortie par les adversaires de la République comme un gaz incapacitant. C'est-à-dire on sort ce mot-là et on a vu cette manifestation. Vous avez vu Monsieur Mélenchon en larmes avec cette dame qui disait mais Monsieur Mélenchon au secours, qui s'en prenait à lui et puis il pleurait avec elle. Monsieur Mélenchon qui s'est expliqué il y a quelques instants sur BFM sur ces larmes qu'il a pu produire lors de cette manifestation. Comprenez, je suis un homme de gauche. Je suis né dans une famille chrétienne où on n'acceptait pas le racisme. On n'a pas besoin d'être de gauche pour... Et je suis né au Maghreb. Donc ça me parle peut-être un peu plus, vous savez ce que c'est avec le temps, bien un peu émotif. Bon, voilà, ça se passe comme ça. Mais c'est pas la première fois. Et je me dis, non, ce pays est à vous. Je vous demande de vous en rappeler. N'acceptez pas de vous faire mettre sur le bord de l'assiette. Sinon, nous allons recommencer une horreur qui a déjà eu lieu une fois. Et donc, tous les responsables politiques, quelles que soient leurs opinions, doivent se dire, maintenant, ça suffit de montrer du doigt les musulmans. De quoi il parle, Jean-Luc Mélenchon? On a du mal à le suivre. Ouais, non, mais l'instrumentalisation de la France insoumise, elle réside, et le meilleur exemple, c'est la manière dont ils veulent nous faire rentrer ce mot d'islamophobie avec un chausse-pied dans le débat public. Depuis maintenant 4 jours, il n'y a pas un seul député de la France insoumise qui ne parle pas sans prononcer islamophobie dans une phrase. Mais il faut quand même le dire, l'islamophobie, c'est un terme empoisonné, un terme galvaudé, parce que déjà, il ne veut pas dire grand-chose. Vous avez le droit de détester une religion, vous avez le droit d'être islamophobe, vous avez le droit d'être christianophobe. En revanche, Monsieur Mélenchon, dès 2019, participait à la fameuse marche contre l'islamophobie, avec les membres du CCIF qui ont été dissous parce qu'ils étaient impliqués dans la mort de Samuel Paty. Samuel Paty qui est mort, pourquoi? Parce que on l'a accusé d'islamophobie. Lors de cette marche contre l'islamophobie, on a entendu des Allah Akbar à 400-500 mètres du Bataclan. Donc, en réalité, le débat, il est là. Est-ce que oui ou non, on accepte que la France insoumise utilise leurs mots et les mots qu'ils veulent mettre dans le débat public? Non. Je ne suis pas sûr, et je pense, comme Gilles William, que ce n'est pas l'islamophobie ici. C'est un ensauvagement de la société. Quelqu'un, encore une fois, issu de l'immigration, une immigration bosnienne. Et ça, eh bien, ça doit être des débats qu'on doit poser, des questions qu'on doit poser. Mais cette instrumentalisation politique de la France insoumise, honnêtement, je l'avais rarement vue de cette manière-là. Parce que il y a aussi des personnes qu'on accable. Bruno Retailleau, il n'a pas à être accablé comme ça. C'est quelqu'un qui, je crois, sur ces questions-là, fait preuve d'une régularité et de conviction qu'on ne peut pas dénier. Non, Gilles William. Mais il n'y a plus rien à dire. S'il nous explique que c'est parce qu'il est né au Maghreb qu'il a les larmes plus faciles pour Aboubacar que pour Samuel Paty ou pour les enfants, ou pour le père Hamel, ou pour le père Hamel, ou pour les enfants de Toulouse assassinés par Mera, alors qu'il a expliqué qu'en vérité c'était une petite ruse électorale. Il n'y a plus rien à dire. Il nous explique que je suis né au Maghreb, c'est les CV de l'âge. On n'a pas le droit de voilà, donc c'est terminé. On ferme le banc de gauche de mon ami noir. Yann Boucard, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon? Je réponds que je suis de droite et que je suis totalement contre le racisme, contre les discriminations. Vous répondez que vous êtes de droite, que vous n'êtes pas né au Maghreb? Oui, bien sûr, je suis né. Pour autant, vous pouvez aussi. Je suis totalement contre le racisme. Et la réalité, c'est que je trouve ce débat finalement très discriminatoire de la part de la gauche, parce que la gauche fait un mélange entre l'islamisme et les musulmans. Il part du principe que tous les musulmans soutiendraient les frères musulmans. Moi, je connais plein de musulmans qui ne sont pas du tout d'accord avec les théories des frères musulmans et qui sont d'ailleurs les premiers à en souffrir. En réalité, ils en souffrent, mais ils montent pas au créneau. Oui, ils sont en permanence mis dans une situation où ils doivent se positionner entre leur communauté d'origine, la communauté nationale, et c'est souvent quand même à l'initiative de la gauche qui fait un mélange global. Il y a beaucoup de musulmans maliens, beaucoup de musulmans maliens, beaucoup de musulmans d'Afrique noire, comme Aboubacar, qui sont à des années-lumière justement de l'islam radical. Évidemment. Je peux vous dire. Bien sûr. 19h43, merci beaucoup Yann Boucard d'être passé par le studio d'Europe 1.